commencer. Donc, aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Hervé Doll, qui est enseignant chercheur à l'Université Paris Sud, qui travaille donc, à l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay, juste à côté. Et en fait, cette conférence va être sur les derniers résultats du satellite Planck. Bon, il y a eu pas mal de parutions, même dans les journaux à grande diffusion, sur ces résultats. Et donc, l'idée, c'est un peu de faire comprendre un peu mieux et un peu plus dans le détail donc ces fameux résultats. Donc on compte sur toi, Hervé. Merci. Bonjour. Donc je vais essayer de tenir en une demi-heure pour permettre du temps à la discussion et puis j'ai essayé d'être aussi général que possible. Donc n'hésitez pas à m'interrompre si c'est un peu compliqué ou si je jargonne trop. Donc en effet, je vais vous parler des résultats du satellite Planck, qui est donc un satellite de l'Agence spatiale européenne et qui est le résultat d'une vingtaine d'années d'efforts par beaucoup de gens. Alors je me dois de montrer cette diapositive politiquement correcte, sinon je me fais trucider. Il y a beaucoup de laboratoires, beaucoup d'agences. Le bon côté des choses, c'est qu'on a travaillé avec plein de partenaires en Europe et en Amérique du Nord essentiellement. On a aussi beaucoup travaillé avec deux communautés essentiellement différentes, pour faire simple, les physiciens des particules d'une part et les astrophysiciens d'autre part, qui ont des approches surtout essentiellement orthogonales. Donc ça a demandé beaucoup de temps pour parler le même langage, etc. Donc voilà, on a beaucoup appris tous. Ça n'a pas été simple, évidemment, mais voilà, le succès est là. Et en particulier, le rôle des instituts de recherche français est absolument déterminant parce que le système cryogénique central de Planck a été fait en France, à Grenoble. L'analyse a été faite sur tous les laboratoires, mais en particulier à Orsay et Paris. Et puis à Orsay, à l'IAS en particulier, on est maître d'œuvre de tout l'instrument qui a la plus grande sensibilité jamais atteinte. Donc c'est vraiment on a un rôle particulier qu'on aime à rappeler, parce que ce n'est pas tout le temps comme ça. Alors avant peut-être d'entrer dans le vif du sujet, il y a une question que j'aime beaucoup poser aux personnes de tout âge, des petits à la maternelle jusqu'aux plus âgés, qui est que pourquoi la nuit est-elle noire? Alors on pourra en débattre si vous voulez après, on a des réponses évidemment, mais là je vais faire court. Il y avait un paradoxe qui s'appelait paradoxe d'Olbers, qui a évidemment été résolu, qui consistait à dire pourquoi la nuit est-elle noire, sachant que, quelle que soit la distance à laquelle on regarde, il y a toujours une étoile ou une galaxie. Alors à gauche, vous avez une image prise en Arizona d'un ciel étoilé avec la Voie lactée, pris dans le visible. Et puis à droite, vous avez une des images les plus profondes jamais prises, ici par le télescope spatial Hubble, dans le visible et le proche infrarouge, là ici à droite. Vous voyez en gros des galaxies à peu près partout. Donc en fait, le ciel est constellé de galaxies, d'étoiles, et tout. Alors les galaxies sont des ensembles de milliards d'étoiles. Donc pourquoi la nuit est-elle noire s'il y a beaucoup d'objets? Alors en fait, la nuit n'est pas vraiment noire. Il y a des rayonnements fossiles, ce qu'on appelle, des rayonnements reliques, qui témoignent de l'histoire passée de l'univers. Alors le rayonnement dont je vais plus parler aujourd'hui, c'est le rayonnement cosmologique, c'est-à-dire le résidu chaud de l'histoire perturbée du tout début de l'univers, du Big Bang. Donc en fait, la nuit n'est pas vraiment noire. On va s'intéresser en particulier à deux grandes questions fondamentales. Évidemment, il y a beaucoup plus de détails, vous pouvez l'imaginer. Dans chaque champ scientifique, il y a plein de questions et de détails. Mais pour résumer, on cherche à comprendre essentiellement deux grandes choses. La première, c'est pourquoi l'univers, à un moment, a été très, très homogène. Je mettrai des chiffres tout à l'heure là-dessus. Extrêmement homogène. Première question. Deuxième question, pourquoi, quand l'univers est très homogène, je vais vous dire pourquoi et comment l'univers se structure pour former ici des amas de galaxies géants. Donc vous avez tout ça, ça pèse à peu près 10 puissance 15 masses solaires, ou des belles galaxies comme ceci. Donc à la fois, on cherche à comprendre comment l'univers est homogène sur ces si grandes distances. J'ai oublié de préciser que alors là, c'est tout le ciel qu'on observe. Entre ce point-là, par exemple, et ce point-là, en fait, la distance est trop grande pour qu'il se soit parlé un jour. Ils n'ont aucune causalité, sauf, enfin, on va résoudre le problème d'une certaine manière. Donc c'est ça l'enjeu, c'est que l'univers est extrêmement homogène à des échelles qui ne se sont jamais parlé, si on croit à la physique traditionnelle. Parce que vous savez, il y a l'expansion de l'univers, donc c'est un point là, qui ne se parlent pas. Pourquoi ils ont exactement la même température à 1 pouillème près? Donc on n'arrive pas à comprendre ce premier point. Ensuite, une fois que la matière commence à se mettre ensemble, comment on arrive à des grandes structures comme les amas de galaxies ou les galaxies. Pareil, un petit problème soulevé ici, c'est que si vous prenez en compte juste la matière traditionnelle, qu'on appelle matière baryonique, donc la matière de tous les jours,
en fait, on ne devrait pas avoir de galaxies. Il faudrait, je ne sais plus quel est le facteur, je le fais calculer à mes étudiants, mais il faudrait un univers au moins 3 ou 4 fois plus âgé pour avoir des galaxies. En fait, les galaxies et les structures se forment beaucoup plus vite qu'elles le devraient. Donc en fait, on ne comprend pas grand-chose dans l'histoire de l'univers. Alors un tout petit peu plus précisément, l'univers homogène est résolu par une série de modèles qu'on appelle les modèles d'inflation, où, donc juste au moment du Big Bang, entre guillemets, donc c'est le modèle du standard du Big Bang Show, il y a une expansion accélérée qui fait que les échelles sont découplées, mais juste avant cette expansion accélérée, on a un univers quantique qui, lui, est causal, c'est-à-dire que les particules, en l'occurrence, il n'y a pas de particules, mais enfin, les propriétés se parlent et ensuite sont expandues à des distances absolument invraisemblables qui se retrouvent ensuite sur des distances physiques très grandes. Donc on explique par cette phase d'inflation le fait que l'univers est homogène à grande échelle par ce mécanisme qui a été inventé dans les années 80. Et puis, pour la deuxième partie, on essaie de comprendre ce qu'on appelle la formation des structures. Alors, structure, c'est tout ce qui est très massif, plusieurs, typiquement 10 puissance 10 masses solaires, donc des galaxies et des ensembles de galaxies. Si vous n'êtes pas complètement familier avec l'histoire de l'univers, je vais vous faire une petite topo ici rapide, avec cette image prise d'un article de vulgarisation. Sur cette échelle logarithmique, on représente le temps après le Big Bang, donc 10 moins 30 secondes à peu près, qui est la fin de l'inflation. 400 000 ans à peu près, qui est la grande période qu'on va discuter dans le reste de la présentation. Et puis après, jusqu'à aujourd'hui, 13,8 milliards d'années, où on regarde là. Et puis vous avez un triangle ici qui est en fait un cône de causalité. C'est-à-dire que les points qui sont à l'intérieur peuvent se parler. Mais par contre, un point qui est là et à l'extérieur ne peuvent pas se parler à cause de cette causalité qui fait en sorte que la lumière n'a pas le temps de se propager d'un point à un autre, étant donné l'âge de l'univers à chaque époque cosmique. Alors pour faire simple, pendant en gros les 400 premiers 1000 ans, l'univers est un plasma très chaud. Donc ça, je crois que vous connaissez mieux que moi les plasmas. Donc vous avez une soupe très chaude de particules élémentaires qui sont créées à mesure que l'univers se refroidit. Vous avez la baryogenèse, la nucléosynthèse, les photons sont créés à diverses époques cosmiques. Et donc, vous connaissez peut-être l'expression des 3 premières minutes de l'univers, où à peu près tous les éléments légers issus de la nucléosynthèse primordiale sont créés. Hydrogène, évidemment, hélium, un petit peu de lithium et je crois un petit peu de bérium. Cette phase est représentée en orange parce que, comme on a un plasma, on a de la diffusion, Thomson essentiellement, les photons sont couplés avec la matière. Arrive une transition ici très importante, qui est quand l'univers a 3000 degrés, 3000 Kelvin. À 3000 Kelvin, vous n'avez plus assez d'électrons pour ioniser, vous n'avez plus assez de photons énergétiques pour ioniser toute la matière environnante. Donc il y a une transition assez rapide à l'échelle cosmologique qui fait que l'univers devient neutre électriquement. Donc en gros, avant, vous avez des électrons qui se baladent, c'est surtout les électrons qui sont importants pour la diffusion Thomson, c'est en 1 sur m carré. Et puis après, vous n'avez plus d'électrons libres parce qu'ils sont sur les protons, pour faire simple. Alors la grande transition, c'est que les photons, à cet instant, enfin à cette petite période très courte, tout d'un coup voient un univers transparent pour eux. Avant, ils étaient complètement diffusés, un peu comme au centre du Soleil aujourd'hui. Et à partir de 400 000 ans, 380 000 ans, redshift 1090, pour ceux qui connaissent le redshift, l'univers devient subitement transparent. Donc on ne pourra jamais voir, avec des photons, plus loin que cette limite. Pas possible, l'univers était opaque. Et donc c'est ce qu'on va étudier, cette lumière ici, qu'on appelle le fond cosmologique, ou rayonnement fossile, ou rayonnement à 3K, enfin vous avez tout un tas de termes, mais c'est la même chose. C'est ça qu'on va étudier, et c'est un rayonnement absolument extrêmement important pour les cosmologistes et les astrophysiciens, parce que je vous dis, c'est la lumière la plus ancienne que l'on puisse voir. Quand on vulgarise, on dit que c'est l'écho lumineux du Big Bang, effectivement, parce que tout est produit là, qui nous renseigne sur ce qui s'est passé avant, parce que les propriétés statistiques de ce rayonnement sont issues des phénomènes physiques qui ont lieu avant. Mais c'est aussi important pour comprendre la formation des structures, parce que si vous formez des galaxies ou des étoiles, ou si vous ionisez, enfin bref, si vous faites des choses là, ça va impacter le rayonnement cosmologique qui est ici et qui vous vient en lumière d'arrière-plan. Donc, vous gagnez sur les deux tableaux. À la fois, vous avez une information sur l'inflation, pour simplifier, et à la fois, vous avez une information sur ce qui se passe après.
Ça, c'est la version optimiste. La version pessimiste, c'est que vous ne pouvez rien faire parce que vous avez tellement de choses qui vous brouillent ici, vous ne pouvez pas bien voir, et vous comprenez tellement rien ce qui s'est passé avant que vous ne pouvez pas déduire grand-chose. Ça, c'est la version pessimiste. Alors en pratique, on est entre les deux. Alors quand on observe ce rayonnement sur tout le ciel, donc on représente le ciel sous forme de map-monde, hein, c'est ce ballon ovale, voilà ce qu'ont découvert Penzias et Wilson en 1965, les premiers qui ont mesuré ce fond cosmologique. Donc vous avez un rayonnement extrêmement isotrope, voilà, isotrope d'une température d'à peu près 3 Kelvin, enfin 2,725, sur tout le ciel. Voilà, c'est ce qu'ils avaient, ils ont eu le prix Nobel pour ça. Donc c'était la preuve du Big Bang Show. Ils l'ont découvert de manière fortuite, mais c'est pas grave. Alors maintenant, on va faire un zoom, non pas sur une zone du ciel, mais un zoom en intensité. On va réduire l'échelle, c'est pour ça qu'on a mis une échelle à gauche. On va zoomer d'un facteur 1000, c'est-à-dire qu'on va regarder les fluctuations d'un millième de cette température. Et voilà ce qu'on observe. On observe ce qu'on appelle un dipôle, c'est-à-dire un coin chaud et un coin froid, d'amplitude à peu près 3 millikelvin. Alors ça n'a rien à voir avec la cosmologie, ça a juste à voir avec le fait que notre système solaire et notre galaxie a un mouvement propre par rapport à ce rayonnement de fond. Donc c'est juste un effet Doppler bête et méchant, du fait qu'on avance par rapport à ce référentiel qu'est le fond cosmologique. Voilà. Donc bon, fort bien. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Si on zoome encore, donc au micro-Kelvin, on observe des choses absolument incroyables qui sont ces toutes petites fluctuations de température. Donc là, vous avez tout le ciel, hein. Tout le ciel. Là, il ne manque rien, on a tout. Et vous avez avec Planck une résolution jamais égalée. Et vous voyez des tout petits grumeaux, des petits points chauds, des petits points froids. Et ça, leur intensité est toute petite. Donc quand je vous disais que l'univers était homogène, à cette époque-là, il est homogène à peu près à 10,5 près. La variation relative entre la température moyenne et ça, c'est 10,5. Donc l'univers est super homogène. Et il y a une relation directe entre température et densité, parce que c'est un plasma, donc la matière est couplée. Et donc observer ce rayonnement, ça nous permet d'observer finalement la matière en train de se condenser. Mais elle ne peut pas trop se condenser parce qu'il y a les photons, il y a les électrons qui poussent de l'autre côté. Enfin, les photons en l'occurrence. Les électrons, enfin la matière essaie de se condenser, mais les photons essaient de pousser. Mais cette image est le résidu donc, de ce qu'on appelle la recombinaison, donc est issue du moment où ça devient transparent, et donc on a une sorte de photographie au moment où l'univers est juste transparent. Donc on a la distribution de matière au moment où elle découvre qu'elle va enfin pouvoir être libérée des photons. En fait, elle est déjà libérée des photons. Donc on a un instantané, d'un bébé à la naissance, par exemple, si on prend l'analogie de l'histoire de l'univers avec celle d'un être humain. Alors j'ai oublié de mettre mon chrono, mais... oui. Oui, je vais en parler dans un instant. Oui, là c'est donc à peu près 20 ans entre le moment où on design la manip et elle est lancée, et là il y a à peu près 3 ans de travail pour obtenir cette image avec les données les meilleures du monde. Oui, donc là je pars du côté facile. Je vais vous dire comment c'est un peu compliqué. On pourra en revenir sur les questions parce que c'est vrai que j'ai pas aujourd'hui je voulais faire simple et concis, donc je vais pas aborder les aspects des nasty details, donc on peut en parler après, j'ai des slides qui montrent ça. Donc je voulais juste vous montrer en quelques minutes pourquoi on a fait Planck, les fameuses composantes qu'on soustrait, même si je vais être assez rapide là-dessus, avec les galaxies, et puis surtout l'analyse qu'on fait, et comment on arrive à partir de ce rayonnement à trouver l'âge de l'univers à une fraction de pourcent près, à faire de la vraie physique à une fraction de pourcent près sur tout l'univers. Ça, c'est assez impressionnant. Je parlerai un tout petit peu d'inflation et je dirai juste un mot sur une partie des structures. Et puis après, je laisserai du temps pour les questions. Sachant que dans cette partie-là, il n'y a qu'une slide ou deux, hein, donc ne vous inquiétez pas du plan qui paraît lourd. Alors pourquoi a-t-on fait Planck ? Parce qu'on n'est pas les premiers. Hein. Il y a eu le satellite COBE à la fin des années 80, il y a eu le satellite WMAP aussi de la NASA qui était extraordinaire au début des années 2000. Quand on a décidé Planck en 1996, alors même si moi j'étais encore sur les bancs de la fac, il s'avérait qu'il fallait une manip qu'on appelait définitive, c'est-à-dire qu'on voulait une mesure ultime de ce rayonnement cosmologique. Et en fait, on a réussi. Ultime, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que pour la première fois en cosmologie,
le signal que l'on mesure n'est pas limité par le bruit de photon. Pour la première fois, ce qui limite, ce n'est pas le détecteur, c'est pas le bruit de détecteur, c'est le bruit de photon, pardon, j'ai peut-être pas été clair. On est limité par le bruit de photon du fond cosmologique et surtout par notre capacité à soustraire les avant-plans qui nous gênent. Donc notre galaxie, les galaxies, etc. Donc on n'est plus gêné par le manque de rapport signal sur bruit. Ça, c'est la toute première fois et la dernière, parce qu'en fait, maintenant que Planck a été fait sur cette mesure d'intensité, il n'y aura plus de manip qui fera ça, parce que ça ne sert à rien. On a fait la mesure ultime. Donc ça, c'était quand même un peu osé de proposer ça en 1996, surtout que c'est basé sur une technologie de bolomètre refroidi à 100 millikelvin, 0,1 K. Donc vous imaginez un truc qui part dans l'espace au point de Lagrange L2 à 1 500 000 km, donc 4 fois la distance Terre-Lune, avec les vibrations au décollage. Vous allumez et vous avez 100 millik pendant 2 ans sans broncher. C'était un défi absolument incroyable que les ingénieurs ont relevé, et l'agence spatiale qui a payé, sachant aussi qu'au moment de la sélection, le système prototype de refroidissement n'avait marché, je crois, que 2 heures. Ils ont dit, en 1994, on sait faire 2 heures, ne vous inquiétez pas, en 2003, on saura faire 2 ans. Et ils ont dit banco. Et donc, voilà, ça a marché. Sauf que ça a été lancé en 2009 à cause des retards. Alors, pourquoi on a fait Planck? Parce qu'on veut toutes les échelles angulaires sur le ciel. On veut les très grandes échelles, au-delà du degré. Hein, donc vous savez que la Lune fait à peu près un demi-degré. Donc, on veut vraiment les grandes échelles, qui sont plus grandes que 2 fois la Lune, les très grandes échelles, parce qu'elles nous sondent directement l'époque de l'inflation. Tout ce qui se passe dans les premiers instants de l'univers seront imprimés dans ce rayonnement à très très grande échelle. Ben oui, parce que ça s'est beaucoup expandu. Donc on n'aura que des choses à très très grande échelle. Donc on veut ça. C'est pour ça qu'il faut tout le ciel. Il y a des télescopes au sol qui existent pour mesurer le fond cosmologique, mais il faut que des tout petits bouts de ciel. Donc ça ne fera pas ça. Il nous faut aussi des petites échelles de l'ordre en dessous du degré, parce que là, ça nous renseigne sur les structures qui arrivent après. Donc les galaxies, les amas de galaxies. On a quand même envie de savoir d'où on vient. Donc c'est utile. Et donc seule une manip dans l'espace, donc hors du rayonnement thermique et des variations thermiques terrestres, donc très loin de la Terre en fait, c'est pour ça qu'on va au point de Lagrange L2 du système Soleil-Terre, pour avoir un environnement thermique absolument parfait et la couverture totale du ciel. Alors est-ce que ça marche? Oui. Donc Planck était un satellite qui tournait sur lui-même à peu près un tour par minute. Donc vous voyez le miroir primaire, le miroir secondaire, et puis en doré là, les détecteurs, donc refroidis pour les nôtres à 100 millK. Et puis tout un système de refroidissement passif qui fait que du côté des panneaux solaires, vous êtes à peu près à température ambiante, c'est-à-dire 0 degré Celsius, 300 Kelvin. Et puis au centre du télescope, vous êtes à 0,1 Kelvin. Donc il n'y a pas besoin d'être un physicien de haut vol pour comprendre qu'en 2,50 m passait de 300 K à en gros 0,1 Kelvin, il n'y a pas un seul matériau qui résisterait en plus de quelques minutes. Donc il y a tout un système de refroidissement passif et actif extrêmement complexe qui était le défi technologique de Planck et donc qu'on a relevé et qui a bien marché. Donc Planck tourne sur lui-même, l'instrument est refroidi à 100 millK et on a observé pendant à peu près 30 mois alors que ce qui était prévu c'était juste 1 an, 12 mois. Donc on a fait, là vous avez l'image du ciel visible et là l'image du ciel Planck. Donc on a fait 5 relevés complets du ciel, c'est-à-dire 5 images indépendantes de tout ça, alors qu'il en était prévu que 2. Donc on a eu un bonus absolument incroyable qui nous permet de faire de la science à laquelle on ne s'attendait pas forcément. Alors voilà le défi technologique, il suffit de regarder la courbe du haut. La courbe du haut, c'est la température des bolomètres, c'est-à-dire en gros c'est un semi-conducteur qui reçoit la lumière, qui s'échauffe, et c'est comme ça qu'on mesure le signal du ciel. L'échelle en X, c'est les jours après le lancement. Vous avez à peu près 2 ans. C'est beaucoup. Vous voyez la température des bolomètres, mais si vous regardez l'échelle, vous êtes à 102 millK, 102 millK, 102 millK. Vous êtes à une fraction de millikelvin de stabilité pendant 2 ans dans l'espace. Ça, c'est unique. Et ça a marché. Là, vous avez un petit glitch, c'est qu'on a changé, parce qu'il y avait des systèmes redondants, évidemment. Et à un moment, on a changé de système, c'était prévu en vol, donc on a un petit glitch vers à peu près la moitié de la mission, et on a pu. Et ça, c'est des éruptions solaires, des flots de particules qui bombardent notre pauvre petit satellite et qui s'échauffent. Donc voilà, le succès, tout ce qu'on vous présente et tout ce qu'on a fait depuis qu'on reçoit les données, c'est grâce à cette stabilité. Et donc chaque soir, on était d'astreinte
pour surveiller. On avait une connexion directe depuis l'IAS avec le satellite. On avait 3 heures de télécommande quotidienne où on vérifiait les températures, les pressions, les débits d'hélium. C'est une dilution hélium 3, hélium 4 qu'on utilise pour être sûr que tout marche bien. Et donc chaque soir, on avait un contact direct avec le satellite. Donc ça, c'était pas mal. Alors pour être précis, c'est pas l'IAS. Alors pour être précis, c'est quand même un satellite de l'Agence spatiale européenne. Nous, c'est l'instrument qu'on a fabriqué. L'Agence spatiale européenne, donc c'est les antennes de Villafranca à côté de Madrid ou l'antenne de Perth en Australie, parce que ça dépend d'où il est. Donc surtout en hauteur, pas forcément en longitude. Le signal était donc récupéré 3 heures par jour par, en gros, Villafranca, parce que l'Agence spatiale européenne n'a pas qu'un satellite, elle a aussi Herschel, elle a Rosetta, elle a Mars Express, donc on n'avait qu'un créneau de 3 heures. Ensuite, les données allaient à Darmstadt, au centre d'opération de l'Agence spatiale européenne, où il y a tous les ingénieurs, et c'est là où ils gèrent toutes les missions. Et nous, on avait un canal spécial de Darmstadt à l'IAS, direct, sans perturbation. Et donc, les données arrivaient toutes fraîches chez nous, c'est nous qui les remettions en paquet, et qui les regardions pour la première fois, parce que c'était notre rôle en tant que maître d'œuvre de cet instrument, de s'assurer que les données étaient de bonne qualité. Et en plus, on avait du direct avec le satellite, ça c'était extraordinaire. Moi, je devrais faire ça, je branchais mon Mac, hop, et j'étais en direct avec le satellite. Alors en mode passif, je ne pouvais pas envoyer des commandes, j'étais pas autorisé. On pouvait le faire, mais ils ne m'ont pas laissé faire. Et donc, on recevait en temps réel les débits, toutes les caractéristiques de l'instrument. Et puis, le meilleur, c'était les 20 minutes, ce qu'on appelle de temps réel de science, où là, on lisait les bolomètres en temps réel et on voyait le ciel défiler en direct depuis le point de Lagrange L2. Et ça, c'était chouette. Donc, on vérifiait bien qu'il y avait la galaxie, qu'il y avait le dipôle cosmologique, qu'il y avait bien Mars, parce qu'on s'étalonne sur Mars et Jupiter. Donc, il y avait plein d'opérations pendant 30 mois. On était plusieurs, évidemment, à tourner. Alors c'était quand même un défi aussi de traitement du signal parce que les données brutes données brutes déjà propres ressemblent à ça. Donc vous avez ici à peu près 2 minutes de temps. On reçoit ce qu'on appelle les timelines, donc des séries temporelles. Vous avez ici le signal brut en microvolts, pardon. Et donc à cette fréquence-là, j'ai oublié de dire que Planck observe dans le domaine millimétrique, pour simplifier. C'est là où le fond cosmologique est le plus brillant. Donc typiquement entre 30 et 800 GHz. On a une modulation qui est due au fameux dipôle cosmologique dont je vous ai montré l'image tout à l'heure, donc on s'étalonne là-dessus. Et puis à haute fréquence, ici on voit juste notre galaxie, donc le centre de la galaxie, l'anticentre, le centre, l'anticentre. Et vous avez une forêt de points qui sont ce qu'on appelle des glitches, ce sont des impacts de particules, protons, etc., qui vous embêtent. Et donc il a fallu des mois de travail pour passer de là à là. Parce qu'évidemment, on n'a pas envie de perdre des données, elles coûtent cher les données. Donc on ne veut pas juste masquer, parce que si on masquait tout, il fallait masquer 80% des données. Le dipôle, c'est une toute petite fraction du signal? Alors ça dépend de ce qu'on entend par signal. Le fond cosmologique, il est très brillant, mais ça on le voit comme le nez au milieu de la figure. Après le dipôle, il fait à peu près quelques millikelvins, mais nous ce qu'on cherche, ce sont des micro-kelvins cachés là-dedans. Et effectivement, ce dipôle, il est, alors pas à 140 gigas, mais il est noyé, par exemple ici on ne le voit pas du tout, par l'émission de la galaxie. Alors, ce n'est pas les mêmes unités, mais bon, elles sont à peu près équivalentes. Là, on est à 4, et là, on est à 20. Donc, effectivement, à certaines fréquences, on est complètement dominé par notre propre galaxie. On ne voit pas du tout le fond cosmologique. Ça va être l'image d'après. Grâce à ce traitement pendant des années, on a réussi à sortir d'abord les cartes de tout le ciel à 9 fréquences, donc typiquement du domaine centimétrique au domaine submillimétrique. Et vous voyez qu'on a 3 canaux, ce qu'on appelle les 3 canaux CMB. CMB pour Cosmic Microwave Background, qui est donc l'émission de ce fond cosmologique. Ou si vous regardez ces images, en fait, vous voyez quasiment la même chose, et c'est les fluctuations du fond cosmologique, modulo évidemment la galaxie qui est au milieu, qui nous gêne un peu. Donc toute la science de Planck, en fait, a été faite à partir de ces 3 canaux. Et pourquoi a-t-on rajouté d'autres canaux? Parce qu'on est la première manip à pouvoir faire ça de manière aussi précise. À basse fréquence, vous pouvez cartographier l'émission synchrotron de la galaxie, et à haute fréquence, la poussière. Et vous mélangez tout ça, et vous pouvez avoir une image absolument, j'ose pas dire parfaite parce qu'elle ne l'est pas, mais la plus précise qu'on puisse avoir à ce jour, en soustrayant bien ce qu'on appelle les avant-plans. Alors on vient de publier une trentaine de papiers, que je ne vais pas détailler, mais il y a plusieurs groupes. Vous voyez qu'il y a un gros groupe ici qui est dédié à l'instrument, la calibration, le traitement et tous les effets systématiques. Parce que les résultats que je vais vous montrer, en fait, on les a depuis les 2 premières semaines de vol de Planck.
mais ce n'est pas avec ça qu'on fait des publis. Le sel et l'intérêt de ces publis et de ce travail, c'est qu'on maîtrise tous les effets systématiques. Alors que 2 semaines après le vol, on ne maîtrisait pas grand-chose. On voyait le dipôle, on voyait déjà des fluctuations, mais on ne pouvait pas faire de la cosmologie avec, parce que le moindre petit biais, le moindre pourcent dans la calibration vous fait changer le modèle cosmologique. Donc on n'a pas envie de faire ça. Donc il a fallu plusieurs années pour ça. Puis après, vous avez des papiers qui traitent de sciences, de cosmologie et puis d'avant-plan. Alors c'est ce que j'indiquais, à partir de ces 9 images de tout le ciel à différentes fréquences, on les combine de manière le plus rusée possible pour obtenir cette carte du fond cosmologique. Alors ce sont des méthodes type inverse ou de séparation des composantes. Enfin, il y a plusieurs méthodes statistiques qui existent, qui ont chacun leurs avantages et inconvénients. Donc selon ce qu'on étudie, on utilise l'une ou l'autre des méthodes. Mais enfin, grâce à ça, on peut extraire des données, les composantes qui nous intéressent et celles qui ne nous intéressent pas. Alors je vous en montre 3 qui ne nous intéressent pas. L'émission, donc synchrotrons, vous avez des champs magnétiques dans notre propre galaxie et qui accélèrent des électrons qui se baladent. Les électrons sont issus des étoiles ou d'autres objets compacts. Et donc vous avez plein d'émissions que je qualifierais de à la noix, enfin, qui nous gênent vraiment, et qu'il faut donc bien sortir, sinon vous ne pouvez rien faire. Là, c'est la carte de la molécule CO, qui est une des molécules les plus abondantes dans le milieu interstellaire. Et ça, c'est une vraie première, parce qu'on est les premiers à pouvoir cartographier le CO sur tout le ciel. Avant, il fallait des télescopes au sol dédiés, et donc ils faisaient petit bout par petit bout, et malgré 50 ans de radioastronomie, ils ont réussi à faire que le plan galactique. Et donc là, en 12 mois de mission, on a tout cartographié le CO. Donc bon, c'est un bon résultat. Et puis là, vous avez aussi toute la poussière. Alors la poussière, c'est quoi? C'est des molécules qui ont une taille de quelques dizaines de nanomètres jusqu'à quelques microns, qui sont composées de un peu tout et n'importe quoi. Ça peut être du silicate, de l'oxygène, voilà, ce sont ce qu'on appelle nous des atomes lourds, et qui rayonnent de manière essentiellement thermique, pas seulement. Vous avez aussi des particules qui tournent. Et là, par contre, vous en avez partout. Justement, donc il nous fallait ces canaux pour bien soustraire toute cette émission de la poussière hors du plan de la galaxie. Donc en faisant cette séparation de composantes, on arrive à obtenir cette image, donc la meilleure à ce jour, et pour très longtemps, obtenue sur le fond cosmologique. Donc 6 millions de pixels de 5 minutes d'arc, donc c'est la meilleure résolution atteinte à toutes ces échelles-là. Il y a des télescopes qui sont allés beaucoup plus fins, jusqu'à moins qu'une arc minute, mais ils ont couvert que quelques pourcents du ciel. Donc là, on peut faire une étude statistique absolument incroyable. Et puis, comme le disait Frédéric, on a une certaine couverture de ce résultat, peut-être pas autant que le LHC, je ne sais pas. Et donc, on était assez contents. Il y a juste un quotidien qui n'a pas utilisé la même image que les autres. Voilà, c'était Le Monde. Heureusement, page intérieure, ils ont pris la bonne image. Mais, alors, pour vous montrer l'amélioration, en une vingtaine d'années, Kobe, qui a découvert donc, ces fluctuations de manière définitive, ce qui a aussi valu un prix Nobel, avait une résolution relativement faible, mais c'était lié à la technologie de l'époque. WMAP a vraiment fait avancer la science depuis une dizaine d'années. Et puis nous, avec Planck, on continue et on va au-delà. Je vais vous montrer qu'avec ces données, ce n'est pas juste la course à l'échalote, hein, on a la plus belle résolution, etc. C'est qu'avec WMAP, on pouvait donner essentiellement aucune contrainte sur l'inflation. Avec Planck, on donne des contraintes sur l'inflation. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire cette phrase. L'inflation, c'est quand même 10 moins 39, quelque chose comme ça, secondes après le Big Bang. Avec ces données, on est en mesure de donner des contraintes très fortes sur ce qui s'est passé au tout début de l'univers. Donc c'était ça l'enjeu. Je vais vous montrer quelques résultats là-dessus. On a aussi des catalogues de galaxies et de sources. Alors il y en a plein, ça nous gêne, donc il faut les caractériser et les soustraire. Donc il y en a plus de 10 000 là-dedans. Donc c'est un travail de fourmi qu'on a fait. Moi j'ai travaillé sur cette partie plus spécifiquement. On a aussi plein d'amas de galaxies, je ne vais pas détailler aujourd'hui, sauf s'il y a des questions après. Et en particulier, on a découvert des nouveaux amas de galaxies, près de 400, qui nous renseignent sur comment la matière s'est structurée, enfin s'est accrétée pour former des grosses masses aujourd'hui. Donc ça, c'est très utile en cosmologie. Alors je passe à la cosmologie. On fait une analyse statistique de l'image que je vous ai montrée de Planck, du fond cosmologique. Parce qu'aucun modèle n'est capable de prédire où sera une fluctuation positive et où sera une fluctuation négative. Ça, c'est pas possible. Par contre, statistiquement, on sait prédire tout ça. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait une décomposition du ciel en harmonique sphérique.
ou une transformée de Fourier, si vous êtes plus habitué à ça. Donc on convertit les modes à grande échelle, moyenne échelle, petite échelle, et puis la somme fait tout le fond cosmologique. Et on a ce genre de graphe, qu'on appelle la spectre de puissance angulaire, de manière un tout petit peu plus détaillée, parce que je crois que c'est important pour qu'on comprenne que tous les chiffres qu'on sort ne sont pas magiques. On prend cette image du fond cosmologique, on la décompose en harmoniques sphériques, donc grandes échelles jusqu'aux petites échelles. Donc on fait cette transformée en YLM. En gros, on prend le module au carré, et pour chaque L étant en gros l'échelle angulaire, ça c'est les petits L, ça c'est les grands L, pour chaque L, donc chaque angle sur le ciel, on trace ici l'intensité qu'on a sur le ciel. Et on voit que c'est une forme un peu spécifique. Donc ça, ce sont les données qui nous donnent ça. Ensuite, on fait tourner des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de modèles, parce qu'on a un modèle d'univers extrêmement simple, à 6 paramètres, paradoxalement. Je vous disais, on ne comprend pas grand-chose à l'univers, mais il est très bien paramétrisé. Et on cherche les familles de modèles qui ajustent le mieux les données. Et on arrive après à des diagrammes comme ça, par exemple la constante de Hubble ici et la densité totale de matière, et on a une banane qui nous dit, voilà, la constante de Hubble, elle est plutôt ça, et la densité de matière, elle est plutôt ça dans l'univers. Et ça nous permet de remonter au camembert cosmique, c'est-à-dire la répartition de matière, d'énergie noire, de matière noire, matière baryonique dans l'univers. Tout ça provient des modèles qu'on utilise. Ce qui veut dire que si à l'avenir, dans quelques années, on avait un nouveau modèle cosmologique radicalement différent, on pourrait tout refaire, sauf cette étape-là qui serait changée, avec un nouveau modèle cosmologique, et trouver éventuellement d'autres âges ou d'autres choses. Mais il est important de comprendre que les données ici sont complètement indépendantes du modèle cosmologique qu'on utilise, et que l'analyse qu'on fait ici, et que je vais vous présenter, dépend intimement du modèle cosmologique qu'on utilise. Donc tout ce que je dis, c'est vrai que dans le cadre du modèle cosmologique qu'on utilise. On ne fait pas mieux. Alors on a essayé de le mettre à défaut, on n'a pas réussi. Alors voilà ce qu'on obtient. On obtient ce qu'on appelle donc ce fameux spectre de puissance angulaire, qui vous représente l'intensité du signal sur le ciel en fonction de l'échelle. Alors on a mis ici en degrés, donc là en gros c'est tout le ciel, 90 degrés, et là c'est les petites échelles sur le ciel. Et on voit qu'il y a beaucoup d'énergie à peu près à 2 degrés, et ça correspond en fait au moment du fond cosmologique où il a été mis, où le plasma était en train d'osciller. Tout ça sont les oscillations du plasma au moment de l'émission du fond cosmologique. Donc c'est la plus grosse bulle. Donc on a les données. On a notre fameux modèle à 6 paramètres qui paraît presque enfantin. On l'ajuste et on voit ce que ça donne. Et on voit que ça marche de manière incroyablement fiable. Donc votre univers, vous le résumez à 6 paramètres, point. C'est presque trop beau. Alors dans ce graphe, donc là voilà, c'est formidable. Là c'est une échelle linéaire. Ce qu'on fait, c'est le graphe suivant, on va zoomer ici en échelle log. Ah oui, mais là on met un modèle, oui bien sûr, on est d'accord, mais là on met un modèle cosmologique, c'est-à-dire qu'on met un modèle dont on pense qu'il fait sens et qu'il est motivé physiquement. Donc c'est pas n'importe quel modèle. C'est un modèle qui est cohérent avec le Big Bang, avec la nucléosynthèse primordiale, avec l'expansion des galaxies, avec la chimie qu'on observe aujourd'hui, avec la masse qu'on observe dans les galaxies. Donc ce n'est pas complètement le petit modèle qu'on écrit dans son coin. Je suis d'accord qu'étant donné 1000 points, on peut faire passer ce qu'on veut dedans, si c'est ça la question. Voilà, il y a 1000 points à peu près. Hein. Il y a 6 paramètres, mais en plus ces 6 paramètres, c'est pas... je sais pas, je prends 3 sinus et puis 2 cos... Enfin bon, je pourrais toujours trouver un truc, mais là c'est un modèle motivé physiquement. Alors je vais y revenir. C'est juste que dans le modèle, il y a 96%, on ne sait pas ce que c'est. Mais attendez, j'y viens. Alors déjà, à bas L, c'est-à-dire à grand angle sur le ciel, on voit que le modèle ici, qui est en vert, ajuste moyennement les données. Alors les gens disent qu'il y a une anomalie, etc. Donc il y a peut-être une anomalie, ça c'est vrai. Mais en fait, une des vraies raisons, c'est pourquoi nos points sont très entachés d'incertitude. C'est parce qu'on n'a qu'un seul univers. C'est ballot. Donc avec un seul univers, sur ces grands angles, on a que, par exemple à 90 degrés, on n'a que 4 points de mesure. Et donc, voilà, racine de 2. Voilà. Et donc, en fait, on appelle ça la cosmic variance, donc la variance cosmique. C'est le fait qu'on n'a qu'un seul univers et qu'une seule réalisation d'univers, et nos points de mesure, ils resteront comme ça. Donc, on a beau avoir la manip la plus sensible du monde, là, ça n'apportera pas grand-chose. Parce que notre univers est unique.
Cette image est aussi éloquente, ce qui illustre la physique qui se passe au moment de l'émission du fond cosmologique. Alors, je ne sais plus qui est en haut, qui est en bas, mais en gros, l'un, c'est des simulations et l'autre, c'est des données. Peu importe, ça se ressemble, c'est formidable. Là, ce qu'on a fait, c'est que sur l'image précédente, enfin sur l'image du fond cosmologique, on a pris les, je crois, 20 000 points les plus... Qu'est-ce que j'ai pris les plus froids, donc les petites fluctuations froides qu'on a empilées. Et ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a mis la direction de polarisation, qui sont les petits traits, parce que Planck est sensible à la polarisation. Et ça, c'est assez extraordinaire, parce qu'on voit la matière tomber dans les puits de potentiel au début de l'univers, donc à 400 000 ans. Parce que la direction de polarisation vous indique, en gros, comment la matière est en train de tomber. Je fais des simplifications à outrance, hein, on pourra en parler si vous voulez. Donc on voit en fait, au moment de la recombinaison, ce plasma qui oscille et la polarisation qui dit, ben voilà, j'ai de la matière qui tombe, j'ai de la matière qui ressort. Donc ça, c'est une belle preuve que la physique marche à peu près. Donc quel modèle on utilise, justement, c'était la question. Ben voilà. On a 6 paramètres vraiment importants que je ne vais pas forcément détailler, mais en gros, il y a la quantité de matière baryonique, quantité de matière noire, après des paramètres physiques qui sont liés ici à la... Alors ici, c'est la physique au moment de l'époque où c'était un plasma. Là, c'est ce qui se passe entre la recombinaison et nous. Et puis tout ça, c'est lié à l'inflation, les paramètres de l'inflation. Et de ça, on déduit plein d'autres paramètres comme l'âge de l'univers. Je vais y revenir dans un instant. Voilà ce qu'on obtient en résumé comme résultat. Ça, c'était avant Planck, ça, c'est après. On obtient qu'on doit augmenter la quantité de matière noire et de matière noire surtout, de à peu près 10%. Donc on avait jusqu'à présent mal mesuré cette quantité, parce qu'en gros les données n'étaient pas assez précises et permettaient voilà, des excursions un peu plus grandes. Donc grâce à ça, on pèse l'univers, matière noire, matière ordinaire, et puis on a cette composante qu'on ignore aussi, qui s'appelle l'énergie sombre, énergie noire. Donc dans ce modèle cosmologique parfait à 6 paramètres qui ajuste tout, il y a juste à peu près 68 plus 26% dont on n'a pas idée. On ne sait pas quels sont les ingrédients. On sait juste que ça ne se comporte pas pareil, enfin que les 3 se comportent différemment. La matière noire est... Alors l'énergie noire en plus elle n'était pas du tout prévue, donc là on est vraiment dans le flou. La matière noire, on en a besoin dans plein de domaines de l'astrophysique, donc c'est pas juste les galaxies qui tournent, etc. Donc là c'est un problème d'une complexité à peu près égale. On a aussi révisé l'âge de l'univers, je vous fais grâce de tous les chiffres, mais on arrive à 13,8 milliards d'années. On a augmenté un petit peu l'âge de l'univers, pareil, parce qu'on est beaucoup plus précis. Donc il y avait des dégénérescences avant dans les paramètres qui sont levés, et en tout cas qui sont minimisés. Donc on a gagné, je crois, 600 millions d'années, voilà, pour l'âge de notre univers. Bon, ça nous fait ni chaud ni froid, mais voilà, maintenant on le sait que voilà. Et j'en viens parce que ça va être, je vais finir, il me reste que 3 ou 4 slides. J'en viens au scénario d'inflation. Alors moi, je ne suis pas théoricien, j'analyse les données et je fais des modèles d'évolution des galaxies, donc je ne suis pas complètement au fait de tous les modèles d'inflation. Mais avec ce transparent, je souhaitais vous dire qu'on arrive déjà à tuer plein de modèles d'inflation. On utilise 2 paramètres, là qui est en gros la pente d'un spectre de puissance initiale des fluctuations. Puis ça, c'est un rapport tenseur sur scalaire de type d'onde gravitationnelle qui est émise au moment de l'inflation. Et les contours indiquent les données, enfin, ce sont les contours Planck. Hein, ici, je pense à 1 et 3 sigma ou quelque chose comme ça. Et vous avez plein de modèles d'inflation qui passent par là, qui sont, à part celui-ci, qui sont déjà essentiellement exclus par Planck. Donc on arrive, avec ces données, à grande échelle, bien étalonnées, bien comprises, à dire, ben voilà, le potentiel d'inflation au tout début de l'univers n'a pas pu se dérouler comme ceci, ou essentiellement comme cela, ni même comme cela, mais est plutôt compatible avec ça. Alors nos amis théoriciens étaient contents parce qu'ils se sont dit, ah bah chouette, on va pouvoir développer encore plein d'autres modèles qui rentrent là-dedans, et ils se fichaient absolument que la moitié des modèles étaient morts, parce qu'ils étaient contents de pouvoir développer de nouveaux modèles. Mais si on y songe, avec ces données, on arrive à avoir une contrainte sur les tout premiers instants de l'univers. Ça, c'est assez exceptionnel. Et je finis juste par ce qui se passe plus proche de nous.
à savoir la formation des structures. Ici, vous avez donc l'image du fond cosmologique qui est émise à peu près 400 000 ans après le Big Bang, et puis là, vous avez nous, à peu près, donc 13,8 milliards d'années. Et puis, ce qui est représenté ici en couleur, c'est la matière noire qui a le temps de se mettre ensemble, parce que la gravitation est attractive. Donc, au début, les densités sont faibles, les contrastes de densité sont faibles, mais si vous laissez évoluer, tout se condense, forme des amas de galaxies et des galaxies. Mais les rayons lumineux, eux, qui sont représentés ici en bleu, ne se propagent pas en ligne droite. Enfin, ils se propagent en ligne droite s'il n'y a rien. Mais il n'y a pas rien, il y a de la matière. Et les effets de la relativité générale vous disent que si vous avez un potentiel, la lumière, elle est courbée, elle suit des géodésiques. Et donc, la lumière qui vient du fond cosmologique, elle est perturbée par la formation des structures. Ça tombe bien, on ne la comprend pas très bien. Donc, le fond cosmologique nous aide aussi à voir cet effet on appelle ça du lentillage gravitationnel, parce que ça fait comme une lentille que vous baladez et qui distord votre signal. Alors, c'est un effet fin. Voici une simulation avant, après. Je ne sais pas si vous voyez. Ça bouge un tout petit peu. Et donc, on a des moyens statistiques de qualifier ça. Et grâce à ça, je vous fais aussi grâce de plein d'équations que je comprends moi-même pas beaucoup, et puis au moins 2 papiers là-dessus, on arrive pour la première fois à tracer la masse dans l'univers, sur tout le ciel, alors modulo le masque de la galaxie, du nuage de Magellan et d'autres choses, la masse intégrée telle qu'elle nous est révélée par la lumière d'arrière-plan du fond cosmologique. Donc on voit la masse qui s'est formée dans tout l'univers. Aujourd'hui, ça nous donne ça. Alors c'est un résultat majeur parce qu'on a tout le ciel, on peut faire beaucoup de statistiques et il y a plein de résultats que je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais qui sont liés à ça. Cependant, les données sont quand même un tout petit peu limitées. Pour vous donner une idée en quoi elles sont limitées, c'est des collègues qui ont fait ça. Si on reprend l'image de la Terre sur le même type de projection, voilà la Terre, voilà ce que voit Planck avec sa résolution. Mais si vous ajoutez le bruit qu'il y a dans la carte que je viens vous montrer de matière, on obtiendrait ça. Donc la carte de matière qu'on voit sur tout l'univers, c'est la matière intégrée le long de la ligne de visée. Le signal n'est pas extrêmement élevé, le signal sur bruit n'est pas extrêmement élevé. Néanmoins, vous voyez les grandes tendances. Et ça nous suffit pour faire plein de choses sur comprendre l'évolution des galaxies. Mais vous voyez qu'on a encore un petit peu à faire. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Je n'ai pas parlé de polarisation du fond cosmologique parce qu'on relâchera ça l'année prochaine. Il y aura l'été prochain les prochains résultats de Planck. Et grâce à la polarisation, là, on pourra donner des mesures encore plus précises sur l'inflation. Donc au final, et c'est mon dernier transparent, Planck fait un tour sur le ciel. On a des milliards d'échantillons parce qu'on observe plusieurs fois par seconde et on observe tout le ciel. Il y a 50 gigas de données par détecteur, mais vous avez beaucoup de détecteurs et plusieurs versions des données. Pour avoir les cartes que je vous ai montrées, ça demande 1 mois de traitement sur le superordinateur que nous a payé le CNES, puisqu'on en a la version 3, multi-1000 cœurs, un gros truc, quoi. Pour finalement arriver à 50 millions de pixels par image, les images que je vous ai montrées. On fait un spectre de puissance qui a à peu près 1000 valeurs, des petites variations, et à partir de ça, on obtient 6 paramètres qui ajustent parfaitement les données, et tout ça pour obtenir donc, la meilleure image de l'univers jeune, et tout ça pour seulement 7 centimes d'euros par Européen et par an sur 20 ans. Merci de votre attention. Merci Hervé pour